Bonjour, bienvenue au Digital Supply Chain Event. Je suis Naïri Kurdoglian, directrice marketing de Future Master. Nous avons le plaisir aujourd'hui donc de partager le retour d'expérience de L'Oréal. Un grand merci à Annie Mercier, qui est responsable des prévisions de la division L'Oréal Luxe, qui va nous expliquer comment sa division, donc L'Oréal Luxe, a mis en place un demand planning agile qui lui a permis de faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Voilà, donc sans plus tarder, Annie, je te laisse la parole. Et merci. Merci Néry. Bonjour tous. Alors c'est assez frustrant, je ne vois aucun de vous, mais j'imagine donc que vous voyez la présentation que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Cette année Covid, c'était une année inédite pour nous tous, dans nos vies personnelles, mais bien sûr aussi économiquement d'un point de vue mondial. Donc, à la division luxe de L'Oréal, on a plutôt choisi de saisir cette année inédite comme une année d'opportunité. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, voilà, je vais vous parler de mon entreprise L'Oréal. Une mission très claire, une ambition très claire, la beauté pour tous, avec des enjeux forts et clairs également, la qualité, l'efficacité, la sécurité pour les femmes et les hommes. Et notre objectif, c'est bien sûr de répondre à leurs besoins de beauté. J'attire votre attention sur le mot efficacité, qui est un mot que j'adore, qui traduit l'agilité aussi dont on doit faire preuve en demand planning. Et ce mot nous porte tous les jours vraiment dans notre métier, et particulièrement cette année. Donc L'Oréal, c'est aussi quelques chiffres. Voilà, 150 pays. Voilà, nos produits sont distribués dans 150 pays. Notre chiffre d'affaires pour l'année 2019 est proche de 30 milliards, était proche de 30 milliards. Nous sommes 88 000, donc beaucoup chez L'Oréal. Voilà, et c'est une entreprise qui va bien, 18,6 de marge opérationnelle. Voilà, globalement, une grande entreprise axée sur la beauté, avec tout de même une organisation par division. Alors, vous connaissez très probablement la division d'origine chez L'Oréal, Professional Product, la division qui en fait adresse les cheveux, enfin la problématique des cheveux, le soin, et là c'est L'Oréal Professionnel. Vous avez aussi, enfin nous avons aussi la division cosmétique active, qui est une division plus dédiée aux soins. Et là, vous retrouvez des marques probablement vous connaissez, Vichy, La Roche-Posay. Une troisième division, la division grand public, qui elle regroupe des marques telles que L'Oréal Paris ou Garnier. Et la quatrième division, la division luxe pour laquelle je travaille, qui regroupe entre 20 et 25 marques de luxe, dont Lancôme par exemple, que vous connaissez probablement, ou Kiehl's. Voilà. Donc 4 divisions au sein de L'Oréal, avec, quoi qu'il arrive, une organisation demand planning toute dédiée à la construction du business et au soutien de nos équipes commerciales. Alors, basiquement, le demand planning est au sein de l'organisation supply chain, le plus proche possible du client final. Et là, on parle de données sell-out. Je voulais juste repréciser ça pour être bien clair dans les explications qui vont suivre. Donc, on parle de sell-out s'agissant de notre client final, donc de nous-mêmes. Quand on est dans les magasins, on se connecte sur un site e-com, voilà. Et on fera la différence avec le sell-in qui est qui représente le chiffre d'affaires d'une filiale vers ses distributeurs.
Alors, on descend un petit peu plus encore sur le métier, et là, ça devient très intéressant, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi, le demand planning de missions essentielles, qui se résume à une phrase simple, hein, la construction du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, en demand planning, qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, être le plus précis possible, d'une part, pour construire la tendance finance, et d'autre part, pour être à l'heure sur les points de vente et préciser la vision du chiffre d'affaires par pays. C'est un demand planning qui fonctionne sur une maille mensuelle, sur un processus mensuel qui est construit au niveau du business. Donc, selon le cas, la construction de la prévision peut être faite à un niveau agrégé ou pas, niveau pays, niveau zone ou mondial. Mais quoi qu'il arrive, la prévision est construite pour chacun de nos pays par produit et sur un horizon de 18 mois pour donner de la visibilité à nos équipes industrielles, notamment. Une particularité à la division luxe que j'aimerais partager ou rappeler avec vous. L'année dernière, j'ai pu montrer ce slide qui adresse un sujet, un basique en prévision en réalité, la notion de niveau. Donc ici, ce que vous voyez en colonne, ce sont les marques. Vous vous rappelez, entre 20 et 25 signatures à la division luxe, et en ligne, tous nos pays. Donc, on distribue les produits de la division luxe dans à peu près 70 pays, 62 exactement. Et à l'intersection de chaque point, c'est-à-dire pour chaque signature pays, ce que vous voyez là, c'est le chiffre d'affaires. Cette construction de la prévision, cette vision de la segmentation du chiffre d'affaires nous permet d'adresser la façon dont ce chiffre d'affaires est fait. Et là, je propose la Pareto pour juste gérer cette notion de niveau et être bien sûr que l'on construise cette prévision au niveau le plus pertinent pour être efficace en prévision. Et là, ce que vous voyez là, c'est l'application de la Pareto simple sur chaque point correspondant donc au chiffre d'affaires par pays, par signature. La spécificité à la division luxe, c'est que 80% de notre chiffre d'affaires, c'est ce que vous voyez là en bleu, est extrêmement concentré. Les 80% de nos chiffres d'affaires sont concentrés sur quelques pays pour quelques signatures. Ça signifie clairement qu'on ne peut pas gérer toutes les prévisions par pays de la même façon. Et là, on regarde les quantités à prévoir par pays, par signature pour être le plus efficace possible. Une autre façon de le dire, c'est que concrètement, sur un pays pour lequel voilà, très peu représentatif en chiffre d'affaires, qui se trouve donc dans toute cette zone en vert, les 5% du chiffre d'affaires, on aura des petits volumes, des tout petits volumes. Et clairement, si on cherche à faire une prévision au pays pour cette signature, alors la prévision sera fausse. On comprend très bien qu'il est très difficile de prévoir 5 pièces. Voilà, dans le pire des cas, on aura dit prévu 10, réalisé 5, on aura 0% d'accuracy. Voilà. Donc, on comprend très bien que les petits volumes sont un problème. Et c'est comme ça que j'essaie d'adresser la notion de niveau en prévision pour partager le fait que à la division luxe, on ne peut pas traiter les prévisions par pays et par signature de la même façon. D'où deux modèles pour construire cette prévision. Un modèle local qui va être adressé plutôt aux très gros pays, représentant cette masse bleue dont on a parlé, extrêmement concentrée sur quelques pays signatures. Donc là, les 80%, pour ces 80% de chiffre d'affaires, on va être concentré sur le mode local. Je reviendrai tout à l'heure dessus. C'est principalement sur cette grosse partie du chiffre d'affaires qu'on est intervenu cette année. Deux mots sur le modèle centralisé qui adresse donc toute cette zone que vous
vous avez vu en vert précédemment. Donc, c'est 5% du chiffre d'affaires couvert par un nombre innombrable de pays signatures. Où là, on va, plutôt que de traiter une prévision au pays à la signature, encore une fois, prendre la notion de niveau, l'optimiser et centraliser la prévision à un niveau beaucoup plus agrégé. Donc, deux modèles, un modèle local qui s'adresse au plus gros business et un modèle centralisé pour gérer globalement un chiffre d'affaires regroupant plusieurs pays et signatures. Un zoom sur le modèle local pour dire que on a deux options en fait pour traiter le plus gros business à la division luxe, deux options en prévision. La première, faire des prévisions de sell-out et convertir cette preuve en sell-in. Comment est-ce qu'on fait? Bien, on s'irrigue des données sell-out de chacun de nos pays. On utilise le stock à fin de mois précédent sur ce périmètre géré en sell-out et avec une target stock, on convertit en sell-in cette prévision initialement construite en sell-out. Donc, on construit une prév en sell-out et on la convertit en sell-in via une target stock que l'on fixe par pays et par SKU. Le deuxième modèle, qui lui aussi est utilisé en fait pour les plus gros pays, donc on est toujours dans les 80% du chiffre d'affaires. La deuxième option, c'est le double modeling. Donc là, on va faire deux prévisions en parallèle. Donc on va faire une prévision en sell-out et une autre en sell-in en parallèle. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est plus travailler sur le résultat de ces deux prévisions pour comparer sell-out et sell-in prévus et étudier la qualité de cette prévision, de ce ratio sell-out, sell-in versus le passé pour vérifier sa pertinence. Donc, en résumé, s'agissant des plus gros business, la classe A de notre chiffre d'affaires, deux façons de construire les prévisions, l'une s'appuyant sur le sell-out et l'autre s'appuyant sur un double modeling, une prévision construite à la fois en sell-out et en sell-in, sur laquelle on va plutôt être concentré sur le résultat de ces deux prêts. Voilà. Le modèle centralisé, comment est-ce qu'il fonctionne lui? Donc toute cette partie verte qui est immense, les 5% de chiffre d'affaires qui couvrent quasiment tout le scope. Et là, on va aller faire une prévision au niveau le plus agrégé possible. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, à un niveau signature, ce qui revient à dire qu'on fait une prévision mondiale à certains endroits, ou bien une prévision centralisée seulement au niveau zone de business. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller désagréger cette prévision qui est construite au niveau le plus élevé possible pour aller la désagréger par produit, puis par pays. Donc, on a deux niveaux de désagrégation gérés dans Future Master qui nous permettent donc, au bout du compte, d'une part, de bénéficier de la loi des grands nombres et de produire une prévision la plus fiable possible utilisant cette notion de niveau. Et une prévision qui sera adressée tout de même par pays et par produit, au bout du compte, via ces deux désagrégations. Encore un mot sur l'utilisation, la pratique des prévisions chez L'Oréal pour la division luxe. Voilà, on a 80 pays couverts par la solution. Des utilisateurs qui vont au-delà du métier de demand planner, puisque les équipes marketing, les équipes commerciales, la finance a accès à notre outil et peut bénéficier en fait de la lecture des résultats ou même de la comparaison des résultats versus le passé. Et je vais zoomer un petit peu sur cette partie-là maintenant
pour vous parler plus précisément de ce qu'on a fait cette année, pour finalement cette année complètement inédite. Et notre objectif, bien sûr, ça a été de réagir à cette situation avec des points de vente fermés, un business en berne et évidemment de grosses difficultés que l'on aurait subies jusqu'au bout si on était resté sur une simple pratique de prêt, à savoir s'appuyant sur les simples historiques de vente. Bien sûr, il a fallu réagir. Et donc, encore un mot, pardon, sur la situation. On a vu les comportements de nos consommateurs évoluer, changer, notamment l'intérêt pour le make-up qui est plutôt basculé sur des produits de soins, une explosion des ventes e-commerce, hein, bien sûr, les points de vente étant fermés. Donc voilà, un comportement complètement différent, tant de notre consommateur que dans l'utilisation ou la remontée de nos ventes, donc la lecture de nos ventes. On comprend bien encore une fois ici qu'on n'a pas pu continuer à travailler en prévision en s'appuyant sur les seuls historiques de vente. Voilà, donc je viens enfin à ce que l'on a pu faire cette année, ce qui nous a aidé à performer et à soutenir le business sur la visibilité du chiffre d'affaires. Ce slide, il est très important parce que finalement, qu'est-ce que l'on a voulu faire? C'est vraiment coller aux besoins de notre consommateur, être le plus proche de notre consommateur. Et là, très vite, on est allé chercher les données sell-out disponibles pour nos pays et on les a chargées dans notre outil Futur Master pour pouvoir gérer cette situation inédite. Évidemment, notre enjeu, ça a été d'avoir très très vite, enfin, d'être agile, efficace. Vous vous souvenez de ce mot efficacité, donc de retrouver de l'agilité pour être beaucoup plus efficace en termes de visibilité sur le comportement de notre consommateur qui avait complètement évolué. C'est là notre programme Solux qui nous a permis justement de concrétiser un peu toute cette théorie-là, le fait que, on est à s'intéresser prioritairement sur la plus grosse partie du business de la division luxe, donc c'est 80%, ce que vous voyez en bleu précédemment, hein, les 80% de notre chiffre d'affaires, c'est là qu'on s'est concentré. Et qu'est-ce que l'on a fait? Tout particulièrement dans l'outil, on a, première action forte, on s'est dit, voilà, faisons confiance en l'outil. Donc, on a maximisé, en fait, toutes les tâches automatiques ou automatisables dans l'outil. Donc, clairement, qu'est-ce que l'on a fait? On est allé, bien sûr, cleanser cette période Covid, mais au-delà, on est allé chercher toutes ces valeurs anormales. Donc, valeurs anormales en prévision, hein, pour mémoire, c'est voilà, ces périodes de rupture, ces périodes de push, simplement pour pouvoir identifier moyenne tendance, saisonnalité, qui sont les 3 paramètres indispensables pour construire une prévision. Donc, pour revenir à ces basiques, tout d'abord, qu'est-ce que l'on a fait? C'est faire confiance à l'outil. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire là? C'est qu'on est allé pousser un cleansing automatique dans l'outil, s'agissant de ces valeurs anormales. On est allé modéliser dans l'outil, non plus en le demandant à l'utilisateur ou quasiment plus, mais en le faisant faire à l'outil. Donc, pour maximiser toutes ces tâches basiques, entre guillemets, du demand planner et ainsi concentrer beaucoup plus notre demand planner sur la qualité de la donnée. On est allé, la donnée d'entrée s'agissant du sell-out, on est allé jusqu'à nommer un data owner, c'est-à-dire par pays, une personne en charge de la qualité
de la donnée sell-out utilisée, mais aussi de sa représentativité. Et ça, c'est un point très, très important aussi en prévision, c'est que il nous faut trouver un client représentatif pour chacun des pays pour être sûr de pouvoir ensuite comparer sell-in et sell-out de façon pertinente. Donc, on a selon le cas et selon le pays, ou bien choisi d'utiliser des données marché, c'est-à-dire des données NPD pour le cas, ou bien des données clients. Et là, dans le cas où ces données, le pays choisissait d'utiliser des données clients, on s'est vraiment assuré que ce client soit représentatif du business pour ce pays. L'enjeu derrière étant d'utiliser ces données sell-out pour venir les comparer à cette prévision de sell-in. Et ici, on a un écran qui est très, très précieux pour nos utilisateurs, qu'on appelle entre nous le trend break. En fait, en jaune ici, la courbe que vous voyez, sur le passé, elle adresse en fait le sujet du ratio sell-in, sell-out, d'où l'importance d'être bien certain d'avoir un sell-out représentatif dans nos outils. Et donc, c'est en observant ce ratio sell-in, sell-out dans le passé que l'on est capable d'emmener notre utilisateur sur la prévision proposée par FutureMaster, s'appuyant donc sur ce cleansing et ce modeling automatique, pour adresser toutes les anomalies potentielles sur l'avenir. Donc ici, on a un cas complètement représentatif d'une anomalie. On voit bien, donc ici, on est en septembre sur cet exemple. Et sur le passé, on a une courbe tout à fait smooth. Et sur l'avenir, elle est complètement… Alors, le niveau n'est pas bon, mais en plus, elle est complètement instable. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont à contrôler, là, à revérifier sur la prévision produite par l'outil. Et clairement, se poser la question, évidemment, de sa pertinence, mais potentiellement de tout ce qui aurait pu venir être ajouté par l'utilisateur au-delà du calcul de FutureMaster. On a quelquefois une ambition business qui est adressée dans FutureMaster par nos équipes commerciales et nos équipes marketing, qui n'est pas toujours en adéquation avec l'observation du passé réalisé. Donc, le rôle du demand planner ici, ça va être de vérifier la pertinence de cette ambition commerciale pour bien vérifier que la preuve fasse sens. Donc, l'idée ici de comparer sell-in, sell-out, c'est passé versus avenir, c'est vraiment de travailler par exception pour isoler tous les cas tels que celui-ci, ou bien où on trouve vraiment un écart important entre ce qui s'est fait depuis très longtemps, ici 2018, sur ce produit, et ce qu'on annonce sur le futur, pour aller pointer du doigt la potentielle anomalie précisément positionnée sur la première sur le mois de septembre. Voilà. Travail par exception, j'en dis un mot à l'instant, c'est aussi quelque chose qui est devenu fondamental. Bien sûr, vu la transformation observée sur le passé récent dans nos historiques, il a fallu concentrer nos utilisateurs sur la segmentation statistique et le travail par exception. Et précisément pour encourager aussi nos utilisateurs, on a commencé par les faire travailler sur les X. Donc, les X sont des produits statistiquement prévisibles, vous savez, en prévision. Et là, pour moi, c'était vraiment important de les positionner ici sur les X parce que, quoi qu'il arrive, on a toujours des X, c'est-à-dire toujours des produits statistiquement prévisibles. Et ces produits-là, une fois que l'utilisateur comprend ce que l'on veut faire en l'emmenant sur ces produits, ce produit permet d'obtenir une bonne forecast accuracy, une bonne qualité de prévision et aussi de rassurer l'utilisateur.
Juste une anecdote, j'ai vu quelques pays complètement abandonner l'outil en période Covid en disant c'est impossible de prévoir, on ne peut plus rien faire, etc. Et donc là, on a ramené très vite, on est revenu très vite sur les fondamentaux pour rappeler que Covid ou pas, de toute façon, il y a toujours des X. Et ces produits prévisibles ont été les produits sur lesquels on a tout d'abord focusé tous nos demand planners. J'ai pu même mettre en place un petit challenge sur les X pour pouvoir les remotiver tous et montrer à ceux qui n'avaient pas encore repris l'outil et qui n'étaient pas encore revenus sur ces basiques que si c'était possible de redonner de la qualité à la prévision rapidement en se focusant sur ces X et puis pourquoi pas sur ces produits de classe A qui finalement représentent à nouveau 80% du business. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de ramener tout le monde sur les basiques de la prévision, travaillant sur la segmentation statistique. Voilà, c'est l'une des dernières étapes qui nous a permis de relever la qualité de prévision et de faire face au Covid. Alors, bien sûr, en parallèle, il y a toute une démarche qui est entreprise sur le catalogue, parce que là aussi, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on a vu un inversement de tendance fort, parlant de notre consommateur qui, au tout début, était habitué à acheter nos produits de make-up et qui s'est plus facilement tourné vers le skincare, en tout cas sur le passé récent. Et donc là, ce constat, c'est aussi que quelque part, on doit s'assurer que notre catalogue reste pertinent. Donc, c'est l'affaire de nos équipes marketing, mais je ne pouvais pas passer à côté parce que nécessairement, quand notre consommateur change de comportement au quotidien, change son choix de produit, nécessairement, les marques doivent aussi adapter leur catalogue, toujours pour coller aux besoins de notre consommateur. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions. Encore une fois, c'est très, très frustrant de ne pas vous voir. Je suis toute seule dans mon bureau. J'espère avoir été claire et voilà, je suis Merci beaucoup Annie. Donc moi je réapparais. Qui s'est mis en mode anonyme et là je réapparais pour animer la session de questions-réponses. Donc un grand merci pour cette présentation. Alors je vais commencer par les questions. Donc il y a pas mal de questions posées par les participants. J'espère que je vais réussir à toutes les lire. Vous évoquez le fait de faire des prévisions de vente aux produits. Les bonnes pratiques de supply chain management évoquent à ce niveau de le faire plutôt à la famille de produits. Est-ce vraiment le cas des prévisions aux produits ou à la famille de produits? Oui, là vous revenez sur la notion de niveau, ça c'est très intéressant. Donc en fait, effectivement, on va aller faire une prévision à un niveau agrégé et on pourra parler d'une notion de famille. Et par exemple, pour le make-up, on va les regrouper la modélisation à un niveau agrégé, donc toutes teintes confondues pour une gamme. Et la modélisation va se faire au niveau de cette gamme et va être désagrégée à la teinte. Donc, chez L'Oréal, la prévision est produite, que le mode de construction soit au niveau local ou centralisé, la prévision est produite au niveau produit pays. Voilà. Donc, quand on parle du produit, on est à la teinte s'agissant du make-up. Donc, effectivement, la modélisation est faite au niveau plus agrégé, tout particulièrement sur le maquillage, mais la modélisation est faite au niveau agrégé, mais la prévision est faite produite au niveau SKU, donc au niveau teinte et pays. Voilà. Super. J'espère avoir bien répondu. Alors là, ça a l'air plutôt d'être un commentaire. Même avec du Pareto, il y a du coup une question. Une prévision à 18 mois sur chaque référence semble plutôt ambitieux, d'autant avec le Covid, désolé, c'est un peu écrit rapidement, qui a dû générer des écarts forts, mais aussi des besoins de promotion non prévus pour booster les ventes et purger les stocks. Oui.
Donc, la question… Je pense que c'est un commentaire. Je ne sais pas si tu as une remarque à faire par rapport à ça. Sinon, on passe je dirais que, en fait, grâce à Solux, on a vraiment initialisé cette démarche de coller aux besoins du consommateur dans nos outils. Jusqu'à maintenant, bien sûr, on utilisait le sell-out, mais plutôt dans Excel, vous voyez, mais en dehors de l'outil. Et donc là, on a vraiment mis notre consommateur final au cœur des outils. C'est vraiment ça, l'image. Et je dirais qu'avec Solux, au quotidien, on colle au sell-out. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir la visibilité la plus pertinente possible compte tenu du changement de comportement de notre consommateur. Donc, après, dans le temps, peut-être que le comportement du consommateur changera, mais en tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est que le sell-out est dans l'outil et que, effectivement, on produit une preuve à 18 mois, c'est très important pour nos équipes industrielles, nos usines, mais une prévision, en tout cas, qui, au quotidien, est actualisée en fonction du comportement de notre consommateur. Donc, c'était très important, le gros enjeu cette année, et on a réussi à le faire. Et je pense que, Covid ou pas, on aura définitivement des gains sur cette qualité de prévision. On a déjà d'ailleurs quelques très bons résultats sur les premiers pays pour lesquels on a développé la solution. Super. Mais simplement parce que voilà, on colle aux besoins de notre consommateur, on l'observe et on adapte nos prévisions en fonction de ce sell-out qui doit rester représentatif. J'ajoute une chose, dans le commentaire, il y avait l'aspect saisonnalité. Je dirais que la saisonnalité, elle est toujours la même sur le produit. Hein, un déo, c'est toujours un déo, etc. Par contre, ce qui change, c'est la moyenne. Vous savez, ces trois paramètres, moyenne, tendance, saisonnalité. La moyenne, elle, sera différente. Et encore une fois, si on n'isole pas le panier moyen, enfin le sell-out de nos consommateurs, on va perdre la notion de moyenne. Savoir combien de produits sont achetés en moyenne, c'est cette idée-là. Et combien on doit en prévoir dans le futur, c'est forcément attaché à la consommation. Et c'est ce qu'on cherche à avoir dans nos outils pour être plus efficace. Ok, super. Alors, une autre question, si tu veux bien, Annie. Comment avez-vous géré vos historiques mars-avril, entre parenthèses Covid? Quel impact… Oups, alors désolé, mon écran a bougé et du coup… Moi, de toute façon, je ne vois rien, je ne vois même pas. Alors, quel impact pour le reste de l'année et les 8 prochains mois? Tu sais, juste, Annie, je pense que si tu sors du mode partage, tu termines le partage, tu vas me voir. Au moins, on fera un dialogue. Ok. Tu me vois? Je te vois. Ok. Alors, je me pose la question. Donc, comment avez-vous géré vos historiques mars-avril, Covid? Quel impact pour le reste de l'année et les 8 prochains mois? Alors, comment est-ce qu'on a géré nos historiques? On les a cleansés. En fait, vous savez, à un moment, j'ai parlé pour Solux, c'était le premier aspect en fait de ce gros plan d'action d'Human Planning. Le premier aspect, c'était de faire confiance en l'outil. Je crois que je l'ai dit comme ça. Faire confiance en l'outil, c'est qu'on est allé cleanser cette période Covid. On l'a considérée comme une période anormale et s'attachant au sell-out, on a pu recoller en fait au comportement, à l'évolution du comportement de notre consommateur. Voilà, c'était ça l'enjeu. Donc bien sûr, on a cleansé la période Covid, ça a été fait automatiquement. Donc on a laissé faire, on a fait tous, enfin, l'outil a géré le sujet et c'est là qu'on a concentré notre utilisateur plutôt sur le résultat de ses prévisions, s'appuyant sur la consommation en sell-out. Et ce ratio sell-in, sell-out en permanence. Ok, alors c'était les 18 prochains mois, hein, pas les 8 prochains mois. 18, oui. Alors, j'imagine que ce sont les commerciaux qui font les prévisions de sell-in et sell-out. Qui challenge ces prévisions?
Alors, les prévisions ne sont pas faites par les commerciaux. Les prévisions sont faites par les équipes demand planning. En revanche, dans notre processus mensuel, j'en ai pas parlé beaucoup, mais dans notre processus mensuel, on a plusieurs acteurs. Le demand planner construit la prévision sur la base des bonnes pratiques de PREM. On a vu que cette année, elles avaient évolué. Mais dans ce processus mensuel, on a une réunion de validation. Le processus est ponctué par cette réunion de validation. Et là, on adresse en fait, et quelquefois même le general manager doit arbitrer sur cette vision qui peut être différente, la vision entre le demand planner et le commerce, et faire un choix pour qu'au bout du compte, on parte sur une vision unique. Plus précisément, l'ensemble des acteurs du demand planning process sont les équipes marketing, les équipes commerciales. On a aussi la finance. La finance fait partie du processus. Le demand planner, bien sûr, qui anime le processus. Mais au bout du compte, chaque mois, c'est le general manager qui valide la prévision. Donc, si on fait référence à ce que je vous expliquais, il la valide au niveau pays, s'agissant des classes A, ou bien au niveau centralisé, s'agissant des classes B et C, dans le chiffre d'affaires. Voilà. Ok. Quelle est la durée de l'historique dont vous avez besoin pour utiliser Future Master? Alors, Future Master, en fait, dès que l'on a un seul mois, on peut commencer à construire quelque chose. Alors, un mois comme ça, en soi, ça paraît assez peu. Mais finalement, dans Future Master, on peut copier la saisonnalité d'un produit similaire et appliquer sur cette première valeur de Céline une saisonnalité qui permet de créer une première prévision, d'initialiser cette prévision et de donner un petit peu de visibilité alors autant au business que à nouveau aux usines. Et quand je parle des usines, c'est que en fait, entre la prévision de vente et les usines, il y a le plan d'approvisionnement. Parce que dans nos filiales, on a selon le cas des stocks ou pas. Et quand on a des stocks dans nos filiales, bien sûr, ce n'est pas la prévision de vente qui est utilisée par nos usines, mais bien le plan d'approvisionnement de cette filiale, puisqu'on prend en compte évidemment les stocks locaux. Donc, nos usines travaillent sur la base des besoins d'approvisionnement de nos pays. Ok, super. Quelle est l'origine des données sell-out que vous utilisez? Alors là, on a en fait deux types de données, des données marché. Donc, pour le moment, chez L'Oréal Luxe, des données NPD seulement, mais on pourrait prendre aussi le Nielsen. Ce sont des données qui sont disponibles et que l'on achète. Et l'autre type de données, c'est la donnée du client. Donc, on va aller, pour le cas, retenir quelques clients représentatifs et on va utiliser les ventes de ces clients pour étudier ce ratio sell-in, sell-out dont je vous ai parlé tout à l'heure et ce ratio qui est si précieux en fait pour vérifier la pertinence de la prévision proposée par l'outil. Super, merci. Bonjour, je comprends que vous avez utilisé les données sell-out disponibles pour les plugger dans FM, dans Future Master. En pratique, comment avez-vous dépollué les historiques? Sur quelle base? Comment avez-vous intégré les données sell-out? À quel horizon? Alors, les données sell-out, on a pris 3 années, on n'est pas allé au-delà. Donc, on demandait à nos pays un maximum de 3 années d'historique. Comment est-ce qu'on a retravaillé nos données via le cleansing? Donc, en fait, le cleansing, on l'a fait, là, je parle de la détection des valeurs anormales, on l'a fait de façon automatique, tant pour le sell-in que pour le sell-out. À nouveau, pour que notre utilisateur ne soit pas concentré sur ce travail-là qui est un basique en preuve, mais bien plus concentré sur le résultat de la prévision. Voilà, je pense avoir répondu à la question. D'accord.
quel processus S&OP avez-vous mis en place dans une crise évoluant aussi rapidement pour communiquer globalement chez L'Oréal? Avec quelle incertitude et quelle marge d'erreur? Alors, le process S&OP intègre chez nous, donc, comme dans toute entreprise, hein, les prévisions de vente, les contraintes industrielles, la stratégie de la marque. En fait, le S&OP réunit l'ensemble des processus, hein, qui servent à servir nos clients au bout du compte. Je dirais que les équipes S&OP se sont irriguées finalement de cette évolution de la pratique de prêt qui était faite assez rapidement, s'appuyant sur le sell-out, géré dans l'outil et non plus dans Excel par-ci par-là en fonction des pays. Donc, ce qui a été intéressant, c'était de construire une méthode via Solux, de proposer une méthode, et de vérifier la mise en place de cette méthode sur l'ensemble des pays, aussi pour stabiliser la demande. Et ce que j'aime bien aussi dans l'idée de construire une méthode, c'est que dans le temps, on peut la corriger. Auparavant, si vous voulez, on était vraiment sur des basiques, c'est-à-dire qu'on faisait une prévision sur la base des historiques de vente de sell-in uniquement et ponctuellement, sporadiquement, utilisant les données de sell-out. Maintenant, en utilisant à la fois sell-in et sell-out dans l'outil, on a une méthode qui est unique, systématisée pour l'ensemble de nos gros pays. Et là, on est beaucoup plus fort parce que, alors bien sûr, il y a le challenge pour encourager les résultats des uns des autres, mais on est plus fort parce qu'on est capable maintenant de corriger cette méthode. On a une méthode, on peut l'appliquer et on voit les résultats. Aujourd'hui, encore une fois, pour les premiers pays sur lesquels on a implémenté Solux, on observe de très bons résultats. Là où le pays accepte de lire ce ratio sell-in, sell-out sur le passé, il faut bien comprendre que quand les ventes chutent, le business a peur de réduire les prévisions. Et oui, parce que réduire les prévisions, ça signifie réduire le chiffre d'affaires au bout du compte. Donc, c'est quelque chose qui est difficile tout de même, hein, d'annoncer une prévision faible, parce qu'on rêverait tous d'avoir une prévision plus élevée. Et le plus important, c'est que cette prévision soit rationnelle. Pourquoi? Parce qu'on a tout de même une qualité de stock assurée et ça ne sert à rien, et vraiment à rien, de se faire plaisir en prévision, d'adresser une prév complètement surréaliste. Au bout du compte, que nos S&OP lisent un besoin et demandent aux usines de produire, alors qu'au bout du compte, notre consommateur n'est plus sur le make-up, mais sur le soin. Vous voyez, donc, rationaliser la qualité de la prévision, c'est notre gros enjeu avec Covid, puisque plus que jamais, si on colle aux besoins du consommateur, alors on va vraiment être le plus fin et le plus précis, le plus réactif, le plus agile versus notre consommateur. À l'inverse, si on refuse le constat des baisses des ventes sur le make-up, par exemple, et ben, on va continuer on va produire des stocks inutiles, en fait. Donc, il faut bien comprendre que la prévision, cette année, a été une opportunité. Le métier de prévisionniste est une opportunité pour Covid parce que on est reparti sur les fondamentaux et on en a vraiment besoin. Je pense que c'était le seul moyen pour nous de se donner de la visibilité. Encore une fois, sur quelques pays, on a très bons résultats simplement parce que le pays accepte la réalité, accepte de lire ce ratio sell-in, sell-out et ne cherche pas à surévaluer la prévision. Donc, en acceptant la réalité, justement, on se donne le moyen de créer des animations dont vous parliez dans la question et de se dire on va manquer de chiffre d'affaires à cet endroit. Chère équipe marketing, chère équipe commerce, qu'est-ce que l'on peut faire pour animer ce pays sur cette marque ou cette ligne marketing?
plutôt que de se cacher la vérité, de mettre des jolies preuves qui, au bout du compte, ne soient jamais réalisées et de produire des stocks. Donc, ce qu'il faut, c'est, faire admettre la réalité. Et là, on s'est donné les moyens dans l'outil de la voir très vite et au quotidien, sans travailler dans Excel. Et après, ce qu'il faut, c'est que nos demand planners mobilisent le business pour partager avec eux cette vision et décider des actions qui vont faire que finalement, le chiffre d'affaires ne sera pas si dégradé. Ok, ok, bah, super. Annie, tu sais quoi? On arrive à la fin. Je vais poser une dernière question parce que je sais que tu tenais à cette question. Quelles sont les compétences attendues chez un demand planner? Donc, comme je sais que tu es passionnée par le métier, je voudrais qu'on termine là-dessus. Oui. En fait, on est toujours prêt à former nos demand planners. On a de belles équipes chez L'Oréal pour le demand planning. Et donc, moi, je résume. En fait, le profil de notre demand planner, le profil idéal de notre demand planner, c'est un persévérant et il est souriant. Il est persévérant chez L'Oréal parce que, par chance, j'ai dit que cette année-là était une année d'opportunité pour le métier, pour le demand planning, mais c'est vraiment… voilà, hors Covid, bah oui, il faut être persévérant en prévision parce que chez L'Oréal, les choses, tout va bien. Donc, la prévision, ce n'est pas forcément le cœur des discussions. Et là, avec Covid, bah, on a eu une opportunité de remettre le métier au cœur du sujet. Donc, je dirais que, il faut être persévérant, ne pas lâcher et souriant parce qu'il faut faire envie en prévision, même s'il y a des termes techniques, il faut les éviter, être de plus en plus accessible. Et je pense que c'est un vrai métier. Et bon, moi, je suis passionnée, donc forcément, c'est difficile de dire autre chose. Mais voilà, persévérant, souriant, c'est la façon dont je définis le profil idéal d'un demand planner chez L'Oréal. Oui. Eh ben, super, merci beaucoup Annie. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci encore pour cette présentation. Désolée pour toutes celles et ceux qui ont posé des questions. On n'a pas pu aller jusqu'au bout des questions. Et je voudrais juste terminer en vous invitant, si donc la thématique vous a intéressé, vous serez sûrement intéressé par l'intervention de notre deuxième client qui est Haribo, Haribo France, qui va intervenir demain matin dans une conférence, donc au Digital Supply Chain Event à 9h30 cette fois-ci. Et donc c'est Anne Vallet-Bridon, directrice Supply Chain et Achat, et Elsa Cross, responsable SNOP France, donc chez Haribo France, qui vont nous expliquer donc comment la supply chain d'Haribo France fait face à la crise de la Covid-19. Merci à vous, merci Annie, et puis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.